Donc maintenant qu'on a commencé à établir des notions de structure de l'hémoglobine, on va essayer de le relier à la fonction, c'est-à-dire cette coopérativité, soit dans la fixation d'oxygène, soit dans la libération d'oxygène. Alors pour ça, juste savoir que l'hémoglobine était constituée de 2 sous-unités alpha et de 2 sous-unités bêta ne résout pas la question. La question a été résolue, si je puis parler ainsi, grâce à la cristallisation de formes d'hémoglobine. Il faut savoir qu'à l'époque, pour avoir la forme tridimensionnelle des protéines, il n'y avait qu'une seule possibilité, c'est d'arriver à concentrer les protéines à tel point qu'elles se figent et qu'elles forment un cristal. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas étudier beaucoup de protéines, parce que y a beaucoup de protéines qui ont des charges à leur surface qui se repoussent et elles ne cristallisent pas. Et on a eu la chance que l'hémoglobine cristallisait, donc ça fait comme le cristal qui est ici mis en bleu. Et on pouvait projeter les rayons X à travers, et la structure cristalline fait une diffraction des rayons X qui fait un motif, et d'après ce motif, on peut reconstituer la forme tridimensionnelle de la protéine, comme cela avait déjà été fait au préalable pour l'ADN. Et ce qui a surpris les personnes qui ont fait ces expériences de cristallisation, c'est qu'en fait, il y avait deux motifs de diffraction différents, et qu'en fait, il y avait deux formes, ou je dirais aujourd'hui deux conformations de l'hémoglobine. Et ce qui était assez étonnant, c'est que quand on voulait essayer de transformer l'une en l'autre, en particulier si on avait cristallisé de la désoxyhémoglobine, à l'aide d'une molécule qui est stabilisée sous forme désoxy, par exemple le monoxyde de carbone, si on remettait en présence d'oxygène, on mettait des très très fortes doses d'oxygène, sur cette forme cristalline, les cristaux se cassaient au lieu de se retransformer naturellement comme ça se fait en solution liquide. Donc ça laissait penser qu'il y avait deux formes mutuellement exclusives, une forme qu'on cristallisait en absence d'oxygène et une forme qu'on cristallisait en présence d'oxygène. Alors ces formes que vous voyez ici sous forme animée ont été nommées du coup oxy et désoxy, puisque on les obtenait soit en oxygénant avant de cristalliser, soit en désoxygénant avant de cristalliser. Et observez bien ce qui se passe au centre, la taille du pore central change entre les formes oxy et les formes désoxy. Ce qui fait qu'on a appelé ça aussi des formes tendues, quand le pore central est restreint, et formes relâchées. Et vous voyez que c'est des toutes petites rotations entre les sous-unités alpha et les sous-unités bêta qui induisent ce changement de conformation. Donc ce sont des résultats qui ont été obtenus en 1968. Et ici j'ai représenté une vue de dessus, de façon un peu schématique pour que vous puissiez les redessiner. Donc une forme qui est une forme qu'on appelle souvent la forme lâche, la forme relâchée, avec un pore central qui est relativement volumineux. Et aujourd'hui on le sait, un seul site d'interaction hydrophobe entre sous-unité alpha et sous-unité bêta. Ça, c'était la forme que l'on obtenait après avoir oxygéné l'hémoglobine avant de la cristalliser. Et puis une autre forme où le pore central est beaucoup plus restreint et où il y a deux sites d'interaction faibles entre les sous-unités alpha et les sous-unités bêta, et où il y a même des liaisons faibles, des liaisons ioniques entre deux sous-unités bêta et entre deux sous-unités alpha. Ce qui fait qu'il a été bien plus facile au démarrage de cristalliser la désoxyhémoglobine parce qu'elle est beaucoup plus stable. Sous forme cristalline, on ne peut pas transformer l'une en l'autre, mais sous forme soluble, on peut passer de la forme oxygénée, qui est rouge vif, à la forme désoxygénée, qui est couleur bordeaux. Quand on fait des mesures d'affinité, la forme relâchée a une très forte affinité pour l'oxygène, la forme tendue a une très faible affinité pour l'oxygène. Et donc à partir de ces données, donc on a appelé plus tard l'allostérie, et la transition allostérique, c'est le passage de la forme R à la forme T, et réciproquement, on s'est demandé si cette modification structurale pouvait expliquer les modifications fonctionnelles que sont les phénomènes de coopérativité, surtout à cause des changements d'affinité. Alors ici, sur cette courbe, on voit qu'il y a la courbe coopérative classique en bleu, et puis deux courbes supplémentaires, qui sont la courbe où la molécule a été entièrement stabilisée
sous forme relâchée à l'aide d'un composé chimique particulier, et puis une autre courbe où la molécule, à l'aide d'un autre composant, a été entièrement stabilisée sous forme tendue. Et repérez que chacune de ces deux courbes a une forme hyperbolique. Donc s'il n'y a qu'une seule conformation, on retrouve la courbe hyperbolique. Et en particulier, sous forme relâchée, on retrouve une courbe très proche de la myoglobine. Donc on va proposer que la courbe coopérative s'explique par l'existence de deux conformations, surtout que quand on regarde les extrémités, quand on est pour une très forte pression partielle en oxygène, la courbe coopérative est collée à la courbe où toutes les molécules sont sous forme R, donc il est raisonnable de penser que toutes les molécules sont sous forme R à cet endroit-là. Et en bas de la courbe, c'est mal dessiné, la courbe sous forme tendue, c'est pas celle-ci elle n'est pas correcte, est collée, elle aussi justement, à la courbe coopérative, ce qui nous fait penser qu'aux deux extrémités de la courbe, on n'a que des molécules en forme tendue ou que des molécules en forme relâchée. Et la courbe coopérative passe d'une courbe à l'autre. Donc, on va proposer qu'on est dans une situation intermédiaire dans cette zone. Alors, il faut faire très attention à la façon dont on interprète cet état intermédiaire, par exemple le point qui serait ici. Il ne faut surtout pas imaginer que toutes les molécules sont dans le même état, mais que au sein d'une molécule, il y aurait des sous-unités en forme relâchée, des sous-unités en forme tendue. Ça n'a jamais été observé. Même en RMN, qui permet de voir des transitions assez rapides, on n'a jamais vu ce phénomène. Donc, ce ne sont pas des sous-unités qui diffèrent, ce sont les molécules qui diffèrent. On a une population de molécules dans lesquelles certaines molécules sont en forme relâchée, certaines molécules sont en forme tendue. Donc ce qui fait l'évolution le long de cette courbe, c'est le pourcentage de molécules qui sont en forme relâchée par rapport au pourcentage de molécules qui sont en forme tendue. Alors on va essayer de comprendre pourquoi on a coopérativité, c'est-à-dire pourquoi la fixation de l'oxygène sur une première sous-unité d'une forme tendue induit une transition allostérique vers une forme relâchée, cette forme relâchée ayant une bien meilleure affinité pour l'oxygène. Donc ça a été établi par un chercheur qu'on appelle Pérouse. Il a construit un modèle pouvant expliquer pourquoi la forme tendue, quand elle fixe de l'oxygène, passe vers une forme relâchée. Pour ça, il faut comprendre la position du fer à l'intérieur de l'EM. Ici, on a fait une vue de dessus, le fer a l'air d'être tout le temps dans le plan de l'EM, mais si on fait une vue de côté, parfois le fer est dans le plan de l'EM, comme c'est le cas dans la forme relâchée, mais dans la forme tendue, il est un peu en dessous, parce qu'il a un diamètre moléculaire trop gros pour rentrer dans le plan de l'EM et faire les interactions avec les atomes d'azote. Ce qui va réduire le diamètre apparent du fer, c'est ses interactions avec l'oxygène. Ça induit une nouvelle répartition des électrons quand il fait une liaison avec l'oxygène. De fait, ça fait une réduction de son diamètre apparent et il peut rentrer dans le plan de l'EM. Pourquoi ça? Ça induit un changement de conformation. C'est que ce fer fait une liaison aussi avec un acide aminé de la chaîne protéique. Donc cet acide aminé, c'est une histidine. Et il est dans l'hélice alpha nommée F, et c'est le 8e acide aminé de cette hélice. Le fer se déplace à peine. On est sur quelques nanomètres, quelques fragments de nanomètres. Néanmoins, ce petit déplacement du fer induit un déplacement de l'acide aminé. Mais cet acide aminé, il n'est pas tout seul. Il est lié aux autres acides aminés de son hélice, donc ça fait une petite rotation de l'hélice sur elle-même, et ça induit aussi des interactions avec une autre histidine d'une autre hélice, et les deux ensemble induisent un changement de conformation qui va faire changer de forme une sous-unité. Mais ce système est instable, dès qu'une sous-unité a changé de forme, toutes les autres sous-unités immédiatement changent aussi de conformation et passent toutes en forme R. Ici, nous avons un modèle moléculaire de l'Institut Howard Hughes. En blanc, le plan de l'EM. En rouge, l'oxygène qui s'approche de la boule orange qui est atome de fer. En dessous, c'est l'histidine
qui interagit avec le fer. Et on voit donc les changements de conformation. Ici on dézoome. En bleu, c'est la conformation désoxygénée. En rouge, la conformation oxygénée. Et on voit comment on passe d'une conformation relâchée vers une conformation tendue lors des changements de fixation de l'oxygène par l'hème. Le meilleur argument en faveur du modèle de Pérouse est de stabiliser une molécule en forme T, avec les agents chimiques dont nous avons parlé, et de lui présenter de l'oxygène. Le modèle de Pérouse prédit qu'une molécule ne peut pas à la fois être en forme T et fixer de l'oxygène. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est que ces molécules stabilisées en forme T et soumises à des fortes pressions partielles en oxygène voient leur fer être arraché de l'interaction avec l'histidine et partir en solution dans le milieu. Donc effectivement, on peut faire cette démonstration par l'absurde. Une molécule d'hémoglobine ne peut pas à la fois fixer de l'oxygène et être sous forme tendue. Alors une des molécules qui permet de stabiliser l'hémoglobine en forme tendue de façon extrêmement stable, c'est le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, on peut l'inhaler par la combustion incomplète de la cigarette, mais aussi par du chauffage, notamment si votre chauffage a été mal réglé, pas révisé, ou si vous avez obturé des conduits pour avoir plus chaud. Le problème, c'est que dans beaucoup de chauffages qui sont mal réglés, la combustion est incomplète et il y a production de monoxyde de carbone. Alors le problème du monoxyde de carbone, c'est que son affinité pour l'hémoglobine est 210 fois supérieure à celle de l'oxygène. Donc il se fixe sur le fer et il se fixe, alors c'est pas complètement irréversible, mais dans les conditions naturelles, hors hôpital, c'est irréversible. Et donc c'est autant de molécules qui ne transportent plus d'oxygène. Ce qui fait que ça peut faire un petit effet de ce qu'on appelle hypoxie, manque d'oxygénation, qui va créer des troubles chez les organes qui sont les plus sensibles au manque d'oxygène, donc le cœur, le cerveau. Et le problème, c'est que ça perturbe le fonctionnement du cerveau, ce qui fait que souvent ça induit ce qu'on va appeler une syncope, c'est-à-dire une perte de conscience, ce qui fait que la personne ayant perdu conscience, eh bien sûr, elle ne peut plus réagir, alors que la pression partielle en CO dans son logement, parce que souvent c'est ça le problème, augmente. Donc c'est une perte progressive de conscience qui aboutit à une centaine de morts par an et au moins 5000 intoxications. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller régulièrement son chauffage et ne pas boucher les aérations, même si ça ramène un petit peu de froid. Si on voit une personne qui a perdu conscience et qu'on soupçonne que c'est un problème de chauffage, bien sûr il ne faut pas rentrer dans la pièce, il faut commencer par aérer et puis rentrer le moins possible dans la pièce, souvent on dit tirer la personne par les pieds, parce que sinon vous allez être la deuxième personne qui va souffrir de cette intoxication au monoxyde de carbone. Les personnes qui ont été intoxiquées doivent être envoyées à l'hôpital où on va les mettre dans ce qu'on appelle un caisson hyperbare où on fait une pression partielle en oxygène très très forte de façon à pouvoir déplacer l'équilibre et à ce que l'oxygène vienne remplacer le monoxyde de carbone afin que l'hémoglobine puisse redevenir fonctionnelle. Un autre ligand qui peut se lier à l'hémoglobine, c'est le cyanure, et ça a le même effet. Le cyanure a une affinité beaucoup plus forte que l'oxygène pour l'hémoglobine, et donc dans les conditions naturelles, sa fixation est irréversible, et c'est autant d'oxygène en moins qui est transporté. Maintenant que nous savons que l'allostérie existe, toute la question c'est pourquoi est-ce qu'elle fonctionne dans un sens dans les poumons et dans l'autre sens au niveau des organes. Donc on va voir tous les éléments de contrôle de l'allostérie qui interviennent in vivo dans le fonctionnement respiratoire de l'organisme. Alors il y a un premier effet qui a été mis en évidence historiquement, c'est l'effet du pH qu'on appelle aussi effet Bohr. Alors c'est pas Niels Bohr, celui qui a trouvé la structure de l'atome d'hydrogène, c'est son oncle, c'est Christian Bohr. Donc lui ce qu'il a fait, c'est toujours le même genre d'expérience, on mesure le pourcentage de saturation en oxygène en fonction de la pression partielle
en oxygène, ici c'est en millimètres de mercure, mais il a eu l'idée de faire ça à des pH différents. Alors pourquoi s'intéresser à des variations de pH? C'est parce qu'en fait le pH au niveau des organes et au niveau des poumons n'est pas exactement le même. On dit que le pH sanguin moyen est de 7,4, c'est vrai. Mais dans les capillaires, juste au moment où les capillaires passent dans les organes, si c'est un organe actif, il produit beaucoup de composés lors de la respiration, voire éventuellement lors de la fermentation. Et un certain nombre de ces composés sont acides, notamment on pense pour la fermentation à l'acide lactique. Du coup, le pH peut chuter vers 7,2 dans les capillaires qui passent aux alentours des organes. Et le CO2 a un effet tampon. Donc quand le CO2 s'en va dans les poumons, le pH peut devenir un tout petit peu plus basique et dans les cas extrêmes, monter jusqu'à un pH de 7,6. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Reprenons la fameuse P50, c'est-à-dire la pression partielle en oxygène pour obtenir 50% de saturation, ce qui est une mesure de l'affinité. Dans la situation standard, on a donc 25 mm de mercure à peu près pour une P50. Vous voyez que près des organes, on va plutôt être vers A30. C'est-à-dire qu'il faut plus d'oxygène pour arriver à saturer toujours 50% de l'hémoglobine. Si on le dit autrement, quand le pH est un peu plus acide, l'hémoglobine a moins d'affinité pour l'oxygène. Et au contraire, quand le pH est un petit peu plus basique, l'hémoglobine a une plus forte affinité pour l'oxygène. Alors le problème d'étudier le pH en tant que tel, c'est qu'il y a deux effets là-dedans. Il y a l'effet des ions H+, c'est bien sûr à ça qu'on pense quand on parle de pH, mais il y a aussi le fait que le CO2 réagissant avec l'eau produit des ions HCO3- et des ions H+. Donc une partie de l'effet du CO2 dans un milieu est due à un effet purement pH, et une autre partie est due au fait que c'est une vraie molécule de CO2. Donc quand on veut travailler sur l'effet du CO2, il faut bien distinguer l'effet de la molécule de l'effet bord. Donc si on veut tester l'effet du CO2 tout seul, il est strictement indispensable de travailler avec une solution tampon, mais alors un tampon extrêmement puissant, de façon à ce que l'ajout de CO2 dans le milieu n'induise pas un effet bord. Dans ces milieux hyper tamponnés, vous voyez qu'il reste quand même un effet de la pression partielle en CO2. Donc si je reprends toujours la même P50, pour une pression partielle en CO2 plus élevée, donc près des tissus, on a une P50 plus forte, donc une affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène plus faible, et quand le CO2 s'en va, dans les poumons, au contraire, une affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène qui est plus forte. Donc vous voyez que les deux effets s'additionnent. On a un effet de pH près des organes, plus un effet de CO2 près des organes également. En plus de ces effets locaux, il y a quelque chose qui fait que parfois on n'a pas du tout les mêmes résultats quand on travaille en labo et quand on extrait de l'hémoglobine à partir du sang. Quand on travaille avec de l'hémoglobine pure, on a cette courbe bleue, c'est-à-dire qu'on voit des affinités extraordinaires et une courbe qui est quasiment une courbe hyperbolique qui fait penser à celle de la myoglobine et qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voit quand on prend de l'hémoglobine extraite du sang. Donc on a essayé de comprendre pourquoi les résultats étaient aussi différents entre la vraie hémoglobine in vivo et l'hémoglobine purifiée. Et on s'est aperçu que la différence, c'était un petit métabolite dérivé de la glycolyse qu'on appelle le 2,3-bisphosphoglycérate. Dans la glycolyse, c'est le 1,3-bisphosphoglycérate. Et on a rajouté cette hémoglobine avec du 2,3-bisphosphoglycérate. Et bien, si on en ajoute une quantité adéquate, on retombe sur la courbe native, sur la courbe normale de l'hémoglobine extraite du sang. Donc on a une hémoglobine pure qui a une affinité pour l'oxygène qui est vraiment spectaculaire. Et on a au contraire une hémoglobine in vivo qui a une affinité pour l'oxygène beaucoup plus faible.
souvent ça amène à des erreurs de raisonnement. Les gens se disent « Ah, une bonne hémoglobine, c'est celle qui fixe le plus ». Alors certes, pour la fixation dans les poumons, il faut, pour que l'oxygène puisse être fixé, certes, il faut une forte affinité. Mais vous voyez que c'est le cas des 2 hémoglobines. Par contre, on n'oublie pas que les organes fonctionnent à peu près dans cette zone-là. Si on avait de l'hémoglobine pure, eh bien, elle aurait libéré rien du tout. Elle garde son oxygène dans la gamme de pression partielle en oxygène qui est proche des organes. Donc ce n'est pas un transporteur, l'hémoglobine pure. C'est un fixateur, mais ce n'est pas un transporteur parce qu'elle ne libère pas son oxygène. Alors qu'au contraire, l'ajout de 2,3-bisphosphoglycérate in vivo fait que entre la fixation dans les poumons et ce qui est la situation à l'équilibre près des organes, il y a une différence, ce qui a une différence entre 100% de saturation et par exemple 30% de saturation. Donc l'hémoglobine se rééquilibre à proximité des organes, elle se rééquilibre en ne saturant que 30% de sa population de molécules, ce qui fait qu'il y a 70% de sa population de molécules qui perd de l'oxygène, et c'est autant d'oxygène qui est disponible pour les tissus. Donc un bon transporteur devrait avoir une forte affinité pour l'oxygène à des pressions correspondant à celles des poumons et une faible affinité pour l'oxygène à des pressions qui correspondent à celles des organes. Eh bien, ce n'est pas le cas de l'hémoglobine purifiée, c'est le cas seulement en présence de 2,3-BPG. Alors, pourquoi le 2,3-BPG diminue aussi fortement l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène? Le 2,3-BPG, on le retrouve à l'intérieur de l'espace qu'il y a entre les sous-unités alpha et les sous-unités bêta, et il stabilise la conformation tendue en faisant de nombreuses liaisons hydrogènes supplémentaires, ce que j'ai représenté ici. Tout ça, ce sont des liaisons hydrogènes supplémentaires entre les feuillets bêta, parce que le 2,3-bisphosphoglycérate est chargé, il fait des liaisons ioniques avec des charges de chaîne latérale aussi, des sous-unités bêta 1 et bêta 2, et il stabilise les formes tendues. Ce qui fait que les formes tendues ont une bien plus forte probabilité d'apparaître en présence de 2,3-BPG qu'en absence de 2,3-BPG. Et donc on ne reste pas sur la courbe qui correspond globalement à 100% de formes tendues, on passe sur une courbe dans laquelle il y a un mélange de formes tendues et de formes relâchées. Donc ça, c'est un contrôle allostérique, mais en fait, c'est un contrôle permanent. Le 2,3-BPG est tout le temps là dans l'hématie et lors de cycles de circulation, bien sûr, la concentration de 2,3-BPG ne change pas. Il est grand temps maintenant de faire le quiz sur l'hémoglobine et la respiration, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. À bientôt.